Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis de vous avoir avec nous sur ce temps qui va être dédié à un webinar sur la question du burn-out. On est avec Charlotte, que je remercie vivement pour sa participation à cet espace qu'on a ensemble. On est déjà 125, c'est, super. On voit que c'est un sujet qui continue de concerner, d'interroger. Donc c'est très bien qu'on puisse être ensemble ce midi pour pouvoir en parler. Pour celles et ceux qui nous ont déjà rejoints, vous connaissez peut-être déjà l'environnement Webikeo, mais un petit rappel de comment ça fonctionne. Vous avez un espace de chat sur, la droite de votre écran qui vous permet de pouvoir, passer un certain nombre de messages, également poser toutes les questions que vous auriez. N'hésitez pas, au fur et à mesure de cette présentation, de ce temps qu'on va avoir ensemble, à partager vos retours, à nous interpeller avec Charlotte pour poser les différentes questions. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. On va se laisser encore quelques minutes avant de rentrer dans le vif du sujet, le temps que les personnes qui arrivent puissent prendre connaissance de tout ça. J'en profite pour remercier vivement Hélène qui va s'assurer que tout le webinaire se passe bien et puis nous faire remonter aussi les différents retours que vous avez, les questions. Également Rama, côté Webikeo, qui va, sur la partie technique, être présente aussi. Donc, si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les partager. Rama essaiera de pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Il est 12h31. Si jamais ce n'est pas fait, mettez-vous à l'aise, prenez un café. N'hésitez pas à vous mettre pour favoriser une bonne écoute avec des écouteurs, un casque. Tout ça pourra fonctionner à merveille. On se laisse encore quelques minutes et on va pouvoir démarrer. N'hésitez pas à vous partager aussi dans le chat, quel est le métier que vous pouvez occuper. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir de la visibilité sur la fonction que vous avez. Est-ce que vous êtes plutôt sur des services RH, sur des fonctions de manager? C'est intéressant. On va essayer de répondre aux différents enjeux, hein, pour les acteurs que vous êtes. Et on va pouvoir en parler sur le temps qu'on a. On est ensemble jusqu'à 13h30. On va avoir un certain nombre de choses à se partager. C'est à la fois un temps qui est conséquent et en même temps qui est toujours un petit peu court, mais néanmoins, c'est toujours important d'arriver à se donner de temps en temps des espaces comme celui qu'on a ensemble ce midi pour arriver à réfléchir à ces questions-là. Alors, Charlotte a des petites difficultés de connexion. Donc, il se peut qu'elle coupe parfois sa caméra pour essayer de maximiser sa bande passante et de rester avec nous. Et on va démarrer. Il est 33, on se laisse encore 1 ou 2 minutes. On est 160 pour celles et ceux qui nous ont rejoints. Je vous souhaite une bienvenue dans ce webinaire qui est dédié au burn-out, qui reste toujours un enjeu très actuel et on va voir pourquoi. On va essayer de réfléchir ensemble notamment à travers l'histoire de Charlotte, et ce qu'elle a pu traverser, aux situations qu'on peut éventuellement arriver à gérer et comment surtout arriver à les gérer. Qu'est-ce qu'on peut déployer dans les organisations dans lesquelles on travaille pour travailler ces questions-là. N'hésitez pas, vous avez le chat pour poser les différentes questions que vous auriez. Hélène, que je remercie encore, va pouvoir nous les partager. Également, côté technique, si jamais vous rencontrez des difficultés, Ramad Webikeo, que je remercie également, est avec nous. Donc, vous avez une équipe qui est là et qui va pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Je crois que Charlotte est en train de revenir à nous. On va se laisser encore quelques minutes. Dans cet intervalle, est-ce que vous pouvez un peu nous dire quel est, voilà, d'où vous venez, quelle est votre fonction? Je vois Régine, du coup, vous êtes coach. Soyez la bienvenue, Régine. Laetitia, assistante sociale du travail, c'est super. Laurent, secrétaire CSE, bon, bah, c'est top. On voit qu'il y a déjà une belle pluralité des profils. Une DRH également, Corinne, soyez la bienvenue. Ingénieur d'application, Amélie, ok, c'est top. Infirmière en entreprise, Véronique, c'est génial qu'on ait également une représentation des services de SST qu'on avait aussi avec de l'assistance sociale. Mariette, psychologue du travail, vous accompagnez les personnes en burn-out, bah, ce sera précieux d'avoir éventuellement les retours, les conseils que vous pourriez aussi partager. Soyez bienvenus, Marjorie, Cathy, Camille. Alors, je crois que Charlotte a pu nous rejoindre. Oui,
Super. Bienvenue à nouveau parmi nous, Charlotte. Je suis navrée, je pense que ça va être compliqué aujourd'hui, mais on va y arriver. Ouais. Je pense qu'avec toutes les bonnes ondes qu'on a, toutes les personnes, on devrait réussir. Il est 12h35. Je vous propose qu'on puisse démarrer. On est 177, ça va faire venir ceux qui sont en train de se connecter. À nouveau, voilà, soyez, tous et toutes les bienvenus dans ce webinaire qui est dédié à la question du burn-out, qu'on a souhaité vous proposer parce qu'on continue d'observer que c'est un enjeu qui est majeur pour, les différents acteurs qui sont présents dans les organisations, qu'elles soient d'ordre privé comme public. Ce webinaire va avoir lieu jusqu'à 13h30. Il sera bien évidemment disponible en replay. Vous pourrez y accéder du fait d'être inscrit à ce temps qu'on a ensemble. Je me présente très rapidement et puis Charlotte, après, je te laisserai te présenter. Valentin Lemoine, je suis psychologue clinicien de formation. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que je travaille à la prévention des risques psychosociaux et au développement de la qualité de vie au travail. Je suis directeur de projet chez Cali Social. Cali Social est une structure que vous connaissez peut-être déjà. On est un acteur référent sur les questions de la prévention de la santé mentale au travail. On accompagne depuis bientôt 13 ans, si je ne me trompe pas, les organisations sur ces sujets-là. Et Charlotte, ça fait quelques temps maintenant qu'on anime des espaces ensemble, des webinars, notamment sur les questions de résilience. On a pu en parler notamment avec Camille. Et aujourd'hui, on a souhaité animer ce webinaire ensemble. Est-ce que tu peux présenter un peu qui tu es, quelle est ton histoire, quel est ton parcours? Merci Valentin, merci d'avoir fait patienter tout le monde dans la bonne humeur. Heu, Aujourd'hui, les ondes ne sont pas forcément avec moi, mais je vais les attraper et les mettre dans l'ordinateur pour que ça aille plus vite. En tout cas, Charlotte Girard Fabre, effectivement, je crois que c'est écrit dessus, hein, c'est comme le port Salut. J'ai vraiment 2 carrières que j'ai menées, de front, donc l'épuisement, je sais très bien ce que ça veut dire. Une carrière de sportif de haut niveau, où j'ai fait 6 championnats du monde et 2 jeux olympiques, dont les derniers en 2018 en tant qu'arbitre international de hockey sur glace, et maintenant je suis arbitre national de hand. Et côté pro, où j'ai une vie professionnelle bien remplie, j'accompagne les managers, les dirigeants à l'efficience et la performance. C'est joliment dit ça, c'est vraiment ramener le mindset du sport de haut niveau dans le monde de l'entreprise. Et j'y tiens vraiment parce que je suis sûre que c'est une vraie richesse, c'est une vraie diversité qui emmène vers la performance. Et juste pour poser le décor, je suis passée par le burn-out. J'ai travail effectivement où je me suis retrouvée, sur mon canapé ou dans mon lit, allongée à ne plus rien faire. Mais par contre, je me suis reconstruite et j'en ai trouvé et j'y ai épuisé une vraie force. Donc, c'est aussi ça ce que je voulais partager aujourd'hui. Ouais, merci Charlotte. Je pense que c'est précieux, que tu puisses poser ce cadre-là parce que ça permet de bien présenter le fait que quand on a réfléchi à ce webinaire, on a vraiment essayé d'avoir une approche qui permet à la fois d'avoir ce double regard entre quel est ton parcours et c'est pas la première fois que le milieu du sport, arrive à s'autoriser à parler de cette question de l'épuisement. Alors quand on en a discuté toi et moi, tu évoquais le fait que quand même il y avait des choses au moment où toi tu as un peu tiré la sonnette d'alarme qui étaient encore bien trop calfeutrées malheureusement. Et qui peut-être aujourd'hui se sont améliorés. En tout cas, ce sera intéressant qu'on puisse en échanger. Le parallèle entre la question de l'investissement dans le sport et notamment au niveau auquel tu as été et puis l'investissement qu'on peut voir aussi dans la question du travail, euh, il est plus à faire, il est plus qu'évident. Quelques éléments néanmoins pour arriver à se représenter un petit peu ça, hein. D'un point de vue chiffré, Cali Social a fait une infographie sur la question de l'état de santé des actifs à la rentrée scolaire en septembre 2021. Je ne vous cache pas, normalement vous le savez, qu'on traverse une crise sanitaire un peu conséquente qui a eu des impacts en matière de santé mentale. Et cette infographie qu'on a travaillée a mis en avant le fait que 51% des salariés qui étaient interrogés, ils faisaient état d'un mindset, d'un aspect émotionnel de leur vie qui était dégradé et la moitié de ces personnes évoquaient même un état émotionnel très dégradé. Quand on creusait un petit peu plus l'investigation de ces personnes qui témoignaient et qui osaient parler voilà, de la dégradation de leur état de santé, notamment psychique, on se rendait compte également que c'était notamment les personnes qui avaient un niveau de responsabilité
Et aujourd'hui, on le sait, on a, longtemps pensé la question de l'épuisement professionnel, sur certaines populations du milieu du travail. On a, aujourd'hui avec nous une grande diversité. On a vu qu'il y avait, des services de santé au travail, des acteurs, des services RH, également des managers et c'est vrai que ces populations-là, elles aujourd'hui, on révèle un peu plus également les difficultés qu'elles peuvent traverser. Il y a beaucoup de choses qui sont, portées sur leurs épaules, notamment en matière de prévention des risques psychosociaux et avec Charlotte, on s'est dit que c'était intéressant d'arriver à se partager quels pouvaient être les points auxquels on pouvait être vigilant déjà pour soi. Parce que, arriver à prévenir la santé d'une autre personne, ça nécessite déjà d'arriver à être vigilant à sa propre santé et donc on va essayer de définir un petit peu ces éléments-là et du coup aussi, quelles sont les attentes pour, pouvoir accompagner éventuellement dans vos organisations les collectifs, les systèmes pour, éviter les risques liés à la question de l'épuisement professionnel. Quelques points de repère aussi, hein, l'Institut de veille sanitaire qui a partagé dans une étude récente le fait que, près de 500 000 actifs étaient en situation alors de détresse psychologique et un peu moins de 10 qui étaient identifiés en situation de burn-out. Et une autre étude qui a été conduite, par notamment des structures intervenant également dans les risques psychosociaux et la qualité du travail, faisait état d'un risque de burn-out pour près de 3 millions d'actifs en France. Donc on le voit, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. La crise sanitaire a, pour certains, accentué, les difficultés qui étaient traversées. Pour d'autres, au contraire, ça a pu être quelque chose d'un peu protecteur. Charlotte, tu évoquais le fait que tu accompagnes les entreprises sur, ces questions de l'efficience, de la performance. Tu as parlé un peu aussi de cette question de l'écologie personnelle que tu mets en avant pour arriver à pouvoir déjà prendre soin de soi et également prendre soin de ses équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais un peu nous partager le constat que tu fais sur, bah, l'état de santé des collaborateurs, des actifs après cette pandémie et dans ce contexte de, reprise, du travail sur site et puis aussi d'organisation un peu hybride? Alors, oui, j'ai vraiment une expérience multiple et très diverse là pour le coup. On voit vraiment que les organisations n'ont pas pris les choses par le même bout. Il y en a qui étaient déjà très conscientes de ces RPS, comment prendre soin de mes équipes, et donc celles-ci, je dirais, c'était plutôt facile, je le mets entre guillemets, hein, de passer à travers cette crise et d'accompagner parce que les choses étaient déjà mises en place. Pour d'autres, c'était beaucoup plus compliqué parce que, bon, bah, ils ont pris plein fouet ce que ça pouvait être, ces fameux RPS. Ils savaient même pas ce que c'était, à la base. Alors très Oui. concrètement, pour chaque, collaborateur, il a fallu mettre le pro et le perso sur la même table à un moment donné. On était, pour la plupart en télétravail et ça, c'était une vraie différence. Normalement, quand on part à l'usine, on part, dans son organisation, il y a comme une coupure qui se fait. Là, tout était sur Mmh, la table tout à en fait. même temps. Donc il a fallu réussir à dissocier et c'est pour ça que je parle d'écologie personnelle. Le soir, à 18h30, bah, c'était la journée, on pliait l'ordinateur, on rentrait chez soi, il y avait le quotidien qui reprenait, le soir et ça permettait de couper. Une fois qu'on a fait rentrer le travail dans la maison, ça a été beaucoup plus dur parce que, bah, on est tenté de réouvrir l'ordinateur à 22h une fois que les enfants sont couchés, puis se remettre à faire quelques mails. Donc il y a vraiment cette idée d'écologie personnelle. Je prends soin de moi pour prendre soin de mon poste, pour prendre soin de mes équipes, pour prendre soin de mon organisation. Et en retour, j'attends aussi que l'organisation prenne soin de moi, prenne soin des équipes et prenne soin d'elles parce que généralement, on est toujours aussi performant avec les autres parce qu'on est performant soi-même. Alors j'ai vraiment diverses remontées du terrain, très clairement. Il y en a qui se sont perdus dans Mmh. cette crise. Ça a été vraiment très dur parce qu'on a travaillé en décalé, parce qu'on a travaillé 3 fois plus, parce que la charge de travail ressentie était vraiment disproportionnée par rapport à celle prescrite. Il y avait vraiment ces différentes-là, donc épuisement, peut-être burn-out, on peut aller jusque-là. En tout cas, des situations complexes, vraiment. Et puis d'autres, à l'opposé, qui ont vraiment pris conscience que c'était un vrai moyen de mettre en place une écologie personnelle et une rigueur. Chose où avant, bah, peut-être le midi, ils oubliaient des fois, de temps en temps, d'aller à la salle de sport pour faire quelques mètres, et cetera. Une fois qu'ils se sont retrouvés à la maison ou dans cette situation de crise sanitaire un peu complexe avec d'autres Mmh. injonctions, ils se sont dit: «OK, alors il va falloir structurer. Je structure le travail, c'est de telle heure à telle heure et après, la vie pro, la vie, associative, la vie, personnelle» et là, ils ont mis en place eux-mêmes des rituels qui les ont, je pense, sauvés d'un épuisement qui, avant notre
notre crise Covid les guettait, en fait. On a vraiment ceux qui ont plongé dedans, et qui sont en grande difficulté, ceux qui en ont profité comme opportunité pour mettre en place des rituels, une écologie personnelle et donc garder leur performance, leur efficience au sein des équipes. Alors, c'est un point important que tu partages là, vraiment cette disparité des vécus. On voulait vous proposer aussi de recueillir un peu votre avis dans le cadre de ce webinaire. On va travailler avec, quelques sondages qu'on va vous adresser de ci, de là. Le premier, c'est quel vécu vous partagez, du risque de burn-out pour vous ou vos équipes? Voilà, qu'est-ce que vous avez pu constater, notamment par rapport à ce qu'évoque Charlotte? C'est-à-dire comment est-ce que pour certains, la crise sanitaire et notamment une période de confinement qui a entraîné, quand même un télétravail un peu conséquent. Puis après une réorganisation et on l'a vu, hein, les structures se sont, un peu réorganisées. Alors, face à ce constat et l'obligation d'arriver à harmoniser, la question des contraintes sanitaires et le maintien d'une activité. Donc on a vu beaucoup d'organisations qui ont adopté un mode de travail hybride, c'est-à-dire avec à la fois du télétravail, et aussi du travail sur site. Ça s'est fait dans des conditions qui étaient plus ou moins évidentes, avec des organisations qui ont réussi soit pour certaines à anticiper un peu ces questions-là parce que c'était déjà inscrit dans les us et coutumes, soit pour d'autres, ça s'est fait un peu sur le tard. Et Charlotte, tu partageais un point qui est, je trouve, assez central, c'est à quel point, sur cette question du risque d'épuisement professionnel qui peut parfois aller jusqu'au burn-out, il y en a pour qui ça a été encore plus douloureux, c'est-à-dire que des situations qui étaient présentes, se sont, pour certains, aggravées. Il y a eu des vécus de contrôle managérial un peu trop conséquents. Il y a eu aussi quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui évoquaient les difficultés à arriver à concilier la question du temps personnel et du temps, travail. Chez Cali Social, on accompagne un certain nombre de personnes. Moi, je me souviens à l'époque, je prenais en charge aussi, toujours des salariés qui nous sollicitaient et qui évoquait, la question de se dire: «Bah, moi, je dois m'organiser, avec mon conjoint pour la garde d'enfants, donc on fait des réunions à des heures qui sont différentes». Ça nous est arrivé de poser nos jours de congé parce que, finalement, ça tenait pas du tout. La scission entre les espaces, que sont celui du travail et celui de la vie privée, a été, quasiment inexistante ou en tout cas à reconstruire, ce qui a été difficile et on a vu ces fusions-là et moi, je me souviens de personnes qui nous sollicitaient, parce qu'on travaille avec des dispositifs de soutien psychologique, en 24/7 qui ont été, vous l'imaginez bien, plus que sursollicités à ce moment-là et c'était nécessaire. Mais des personnes qui nous disaient: «Voilà, moi, je sature totalement» et on a vu là un risque d'épuisement psychique qui était à la fois du fait du travail, mais pas forcément que ça. C'est aussi quelque chose qui est Ouais, intéressant à pouvoir partager. Valentin, si je peux me permettre de compléter, Bien sûr. je pense que comme dans toute crise, la situation, avant la crise, à prendre en considération. Si tout allait Ouais. bien, vous avez de grandes chances que ça continue à aller bien, vous avez fait des ajustements, vous êtes adapté. Mais si ça va pas bien, la crise, elle exacerbe les problèmes, hein. Elle Et exacerbe ce qui va bien et ce qui va pas bien. tu as tout à fait raison et c'est là où, vraiment cette notion d'écologie personnelle que tu partages, elle est assez centrale. C'est-à-dire à quel moment j'arrive à pouvoir, considérer des espaces et y avoir accès, voire, solliciter ce qu'il faut pour pouvoir les mobiliser. Arriver à me créer un peu justement ces espaces de soutien. Tu le dis très justement, la crise, elle a pu accentuer ces situations. Je regarde un peu là l'évolution du sondage, n'hésitez pas à continuer de répondre. On a déjà un certain nombre d'éléments qui sont partagés. Quand même, on voit qu'il y a une très forte majorité des réponses qui est sur, un vécu, de risque, de burn-out qui est bien plus conséquent qu'avant la crise Covid. Ce qui, est quelque chose qui est vraiment en lien avec ce que tu partages là. Peut-être qu'on peut se donner quelques éléments de repères aussi sur, des notions de langage parce que, on en a parlé à l'instant avec toi Charlotte, hein. On a évoqué ces questions d'épuisement professionnel, ces questions de burn-out. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est partagé par, les personnes qui participent à ce webinaire sur un vécu, qui est beaucoup plus conséquent sur les risques de burn-out après la crise sanitaire. Quelques points de repère là-dessus, hein. Le burn-out, c'est pas une notion qui est nouvelle puisque, le 1er à avoir un peu travaillé cette question-là, c'est Freudenberger en 79. Donc on voit que ça a un peu plus de 30 ans maintenant. Ça vient de cette question du milieu, médico-social notamment.
Donc c'est vraiment la question des soignants qui nous a permis d'arriver à transposer ça après, dans d'autres univers que sont ceux de l'entreprise ou des organisations. Et quand même, il nous a fallu pour le coup 30 ans avant que l'OMS, qui est quand même une instance qui fait un petit peu, loi en matière de référentiel, arrive à considérer que cette question du burn-out ne soit pas une maladie professionnelle, c'est toujours pas reconnu comme tel, mais par contre, en 2019, l'OMS a évoqué la reconnaissance comme étant un phénomène lié à la question du travail. Et c'est pas un point qui est neutre, hein, parce qu'à un moment, ça vient dire que l'Organisation mondiale de la santé explique que cette question du burn-out a, une connexion potentielle avec le travail et on va voir juste après Charlotte comment est-ce que, dans ton histoire, ça a pu s'exprimer de façon très forte, dans voilà, dans les éléments que tu vas nous partager. Un petit point de différenciation entre, la question de l'épuisement professionnel et du burn-out, parfois c'est un peu confusant. En France, on a traduit le burn-out par la question du syndrome d'épuisement professionnel. C'est l'HAS, hein, l'Haute Autorité de la Santé, qui le décrit comme étant un épuisement qui est à la fois physique, émotionnel et mental, et qui est en général le résultat d'un investissement prolongé. Donc il y a une notion de chronique là-dedans, avec une temporalité en général qui est pas sur du court terme, même si on voit qu'il y a des personnes qui peuvent craquer sur des situations un peu réduites, et qui sont plutôt en général dans des situations de travail qu'on va qualifier d'exigeantes sur le plan émotionnel. Un dernier point avant que Charlotte, tu puisses nous dire un peu aussi quelle a été, toi, ton épreuve par rapport à tout ça. L'INRS, qui est également une structure qui du coup, fait référence sur ces sujets, explique un élément qui est important pour arriver à dissocier la question de l'épuisement professionnel du burn-out. Le burn-out comporte la question de l'épuisement, mais pas que. Il y a la notion d'épuisement émotionnel qu'on évoquait, donc notamment le fait de se sentir totalement vidé de ressources, notamment d'un point de vue émotionnel, mais aussi un deuxième point qui est, ce qu'on appelle la dépersonnalisation, qui peut être traduit en fait par la question du cynisme. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se sent insensible, au monde environnant, les choses sont très neutres. Vous avez des personnes qui, par exemple, peuvent faire de l'humour noir, sur des sujets qui sont quand même assez graves. La relation à l'autre est un peu déshumanisée, elle est investie de façon totalement différente et qui du coup laisse à entendre quand même cette question à un moment d'une bascule d'un épuisement vers un potentiel burn-out et puis, l'autre et le travail, surtout vécu de façon extrêmement négative, hein. On a quelque chose de très noir, sur le tableau général qui est partagé par les personnes qui sont en général en train d'aller vers un craquage, vers un burn-out. Et ce dernier point, donc on l'a dit, hein, épuisement émotionnel, le cynisme et le dernier point, c'est la question d'un sentiment de non-accomplissement. C'est-à-dire de jamais arriver à répondre correctement aux attentes, de se déprécier dans les résultats. Souvent, les personnes ont une atteinte de l'estime d'elles-mêmes qui est quand même très, très impactée et un sentiment de gâchis. Alors, on voit, du coup, vraiment la différence qu'il y a, hein. L'épuisement professionnel est quelque chose qui peut être constitutif du burn-out, mais vraiment le burn-out est une étape d'après, quelque chose de plus conséquent. Et toi, Charlotte, du coup, au cours de ton parcours, tu l'as évoqué, tu as toi-même traversé, voilà, une période dans laquelle tu as senti cette sensation, un moment du corps qui lâche, de la tête, voilà, qui Ouais. part avec le corps, vraiment quelque chose qui bascule. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as compris ça? Comment tu as pu détecter, toi, des choses en toi, maintenant aussi a posteriori? Maintenant, je suis capable de reconnaître les signaux faibles déjà du C'est ça, hein? surmenage parce que, c'est pas parce que j'ai déjà traversé cette épreuve que je suis pas capable de la revivre. Mais Mmh. en tout cas, on apprend et on identifie ces signaux faibles et tu parlais de cet épuisement professionnel où on a l'impression de tout maîtriser, finalement de ne rien maîtriser, de ne rien aboutir. Ça, je l'ai vécu. Ce qui, m'a vraiment fait plonger dans le burn-out, tu en parlais, c'était un déclencheur, un phénomène déclencheur. Moi, je l'ai connu et du jour au lendemain, en fait, l'apothéose de ce sentiment d'inutilité, d'injustice, de non-maîtrise des choses m'a fait basculer du jour au lendemain, de quelqu'un d'hyper dynamique, hein. Je revenais des mes Mmh. 2e, championnats du monde avec, activité professionnelle, 3 matchs par semaine, 15 000 kilomètres par mois, énormément d'activités et en même temps, un matin, j'ai pas réussi à me lever. J'ai dit: «Bah, Ouais, OK. c'est plus possible». Il y a eu vraiment un élément déclencheur. Alors au boulot, ça peut être, je sais pas, l'entretien annuel qui finalement, se passe mal ou pas du tout.
on l'avait prévu ou finalement Mmh. exactement comme on l'avait prévu, mais on n'avait pas anticipé que nos émotions prendraient le dessus. Il y a vraiment ça et du jour au lendemain, bah, se faire un thé, c'était compliqué. Du jour au lendemain, mon corps a lâché. Mon corps a lâché, j'ai fait une crise d'arthrose, géante, au-delà de ça, heu, le sentiment de même se nourrir et cetera, c'était compliqué. Pour vous dire, les premières semaines, c'est ce que j'avais partagé à Valentin en préparant ce webinaire, c'est que la mission de la journée, c'était d'être en capacité de me faire moi-même un thé, d'aller dans la cuisine, de faire bouillir de l'eau et de faire un thé. Chose que je fais normalement 12 fois dans la journée. On a tous nos petits rituels et c'est vraiment, vraiment très compliqué et c'est là où on s'aperçoit que le corps, il lâche. Il lâche à fond, l'esprit lâche et la pente et ben, on remonte on la remonte Ouais. petit à petit, hein. Ma mission de la journée après m'avoir fait un thé, c'était d'être en capacité de débarrasser le lave-vaisselle. C'est des trucs tout bêtes, hein, qu'on vit tous les jours, mais pour vous dire à quel point c'était difficile, il y a des jours où j'étais encore plus déprimée parce que j'ai pas réussi à faire le thé et j'étais dans cette spirale de dépréciation où je me disais: «Bah, Ouais. j'ai pas été capable de faire ça». Et effectivement, je regardais le plafond, hein, je m'abrutissais même pas avec des séries sur Netflix, hein. Je regardais H20 en deux alors, apparemment, Valentin, tu pourras peut-être le confirmer, mais on dort beaucoup quand on est en burn-out. On a l'impression que le cerveau doit se reposer, toutes les heures où il s'est pas reposé. Ouais, ouais, je pense que c'est un point important que tu partages là. Alors, on reviendra sur d'autres petits éléments que je trouve très précieux dans ton récit, sur cette question d'arriver à se faire un thé, puis après se rajouter quel peut être, un autre micro challenge. Mais, je le burn-out ou le syndrome d'épuisement professionnel, hein, voilà, vous l'aurez compris, est souvent aussi partagé comme étant une dépression professionnelle, et tu évoquais vraiment des symptômes qui sont ceux, de la dépression et finalement cette question à un moment du sommeil qui devient nécessaire, on peut l'envisager comme étant en réponse à un besoin du corps et de l'esprit d'arriver à se mettre dans une forme de veille pour récupérer quand même de tout ce qu'il a réussi à affronter, à traverser, et jusqu'au moment où voilà, où la fracture se met en place. On est quand même assez bien fait, d'un point de vue, psychophysiologique. Les signaux que tu évoques aujourd'hui, Charlotte, sont vraiment des alertes en général que notre psyché et puis notre corps arrivent à nous envoyer. Tu évoquais aussi à un moment ce qui du coup crée la bascule, le déclencheur. Tu disais toi, voilà que ça avait été, cette expérience-là, tu essayais de faire un parallèle avec la question du travail. On a des personnes, qui nous racontent aussi des micro-éléments, mais par exemple un mail qu'on reçoit, et qui d'un seul coup fait qu'on s'effondre, et qui et du coup vient, voilà, arriver à faire sortir ce qui doit sortir et qui est contenu et c'est là où il y a quelque chose qui est vraiment central et qui partage un peu ce récit. Je trouve ça intéressant ce que tu partageais sur la question de se faire un thé. Comment est-ce que ces micro-victoires-là, elles arrivent à réenclencher, aussi une forme de cercle un peu vertueux, alors qu'en parallèle, tu évoquais aussi quand même, bah, un sentiment de déprime, voire même de dépression qui est pas évident du tout, quoi. C'est tout un paradoxe et c'est l'entourage, c'est grâce à mon entourage. Je pense que, Ouais. quand on monte la pente, l'entourage est extrêmement, important alors que ça soit, l'entourage pro ou l'entourage perso, hein. Avec des gens qui vous disent: «Je vous comprends et t'inquiète pas, le thé, si tu y arrives pas, je te le ferai». Mmh. Mais de ne pas être dans le jugement. Alors oui, on remonte la pente parce qu'on est content un jour d'avoir réussi à faire le thé et puis, 3 jours après, ben, on a fait, 3 fois le thé dans la journée et en plus on a débarrassé de la vaisselle. Mais c'est comme ça, c'est à ça que je me suis accrochée. C'est à ça que je me suis accrochée, c'est ces petites victoires et j'avais un entourage qui ne me jugeait pas en disant: «Bah non, c'est qu'une feignasse, elle a qu'à elle oh bah, elle a qu'à m'appeler, hein, ça ira mieux après, je vais lui donner un petit coup de boost». Non, non, non. Non, c'est étape par étape. Et ça, c'est un point justement, je me souviens qu'on en avait pas mal parlé où tu disais que
tu allais chercher aussi, des systèmes de reconnaissance de ces petites victoires. Tu évoquais le fait que, bah, après, par exemple, avoir réussi à te faire un thé, tu allais envoyer un message à quelqu'un, que tu savais être soutenant en lui disant: «Voilà, regarde, j'ai réussi à me faire un thé» et cette personne, te répondait de façon très positive et je me souviens aussi que tu t'expliquais comment est-ce que toi-même tu te remerciais d'avoir réussi, cette petite victoire-là, parfois même en ajoutant une micro récompense. Tu racontais que tu pouvais te rajouter Je un morceau de chocolat avec ton thé, voilà, genre pense que c'était pas j'ai jamais mangé autant de Kinder que pendant mon voilà, burn-out. exactement. Et en fait, ma réponse, c'était un œuf Kinder. Mmh. Alors oui, c'est très régressif, hein, c'est un truc d'enfant et d'arriver à monter le jouet et d'avoir la force d'aller chercher le Kinder en plus du thé, enfin voilà. Et j'ai toujours fait par étapes. Un sportif de haut niveau qui parle, on apprend par étapes dans le sport et je Ouais. pense que ça m'a sauvé énormément, là-dedans. Effectivement, il m'arrivait de de prendre, mon thé ou et puis d'envoyer une photo à mon conjoint ou à mon médecin qui était aussi: «Aujourd'hui, j'ai fait un thé. Aujourd'hui, j'ai débarrassé la vaisselle» et ils étaient hyper, positifs. On a besoin de reconnaissance. Le burn-out, il arrive aussi beaucoup parce qu'on a réussi reconnu à sa Mmh. juste valeur. En tout cas, pour moi, c'était une des parties des causes de la cause. Et donc c'est hyper important, j'étais extrêmement alerte, sportive de haut niveau. Je me suis rendu compte que du jour au lendemain, j'étais plus capable de descendre d'une baignoire sans m'accrocher comme une personne âgée, parce que ça fait partie aussi des signaux faibles. Mmh. C'est-à-dire que le déficit cognitif et physique faisait que j'étais incapable de descendre d'une baignoire alors que je faisais, 4 heures de sport par jour et ben voilà, en fait, mon cerveau disait: «Attention, faut que tu prennes toutes les sécurités parce que tu es pas capable. Tu es plus capable». Est-ce que justement, on en parle aujourd'hui, tu arrives quand tu te souviens un peu de ce qui, avant ce moment de fracture, ce moment vraiment de bascule, a pu être un peu présent pour toi, d'éventuels signaux justement, qu'aujourd'hui tu t'identifierais en disant: «Beh, ça, voilà, c'était déjà le signe que, j'allais vers un épuisement, bien trop conséquent»? Un des premiers maintenant je le repère, c'est celui que je repère le plus encore actuellement, c'est Ouais. ce sentiment d'être sous une vague et de ne jamais avoir la tête qui sort de l'eau. Parce que j'ai du retard là-dessus, parce que j'ai du retard à l'entraînement, parce que j'ai pas eu et alors maintenant, avant ce burn-out, j'étais capable de dire: «OK, j'ai pas réussi à absorber la charge que je m'étais mis en entraînement ou autre, donc il faut que je refasse un entraînement en plus». Mmh. Je rattrape ce temps perdu, ce nombre de burpees perdus, ce nombre, de réunions, ou de mails, auxquels j'ai pas répondu et maintenant, ça c'est un signal assez faible chez moi où le jour où je me dis: «Ouh là là, j'ai, 30 mails de retard, j'ai envie d'ouvrir mon ordinateur après 18:30». C'est un Ouais. des premiers signaux faibles où là je me dis: «OK, il se passe quelque chose». C'est-à-dire que tu as le sentiment de jamais en faire assez. Ouais, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose, ça me fait beaucoup penser à des personnes que j'ai pu accompagner, notamment que ce soit chez Quali Social, via les dispositifs qu'on a. Ce que tu dis là, c'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment, on cherche à élargir un peu l'espace-temps en se disant: «Bah, je vais essayer de commencer plus tôt parce que je sais qu'avant telle heure, je pourrais être tranquille pour avancer sur des dossiers. Je vais rester plus tard parce que, je sais qu'après telle heure, je peux aussi du coup avoir un peu de temps pour moi» et en fait, du coup, il y a, une surenchère permanente sur la charge, mais qui est malheureusement, en parallèle quand même d'un épuisement, je trouve, cognitif qui fait que du coup la question de l'efficacité est pas tout à fait la même et on en a encore conscience. Donc du coup, à ce sentiment d'inefficacité vient, s'accumuler un sentiment, bah, de pas être assez bon et donc du coup de continuer à participer à la spirale un peu dépressive, et puis d'épuisement, cette mise en échec que tu évoquais très bien, à laquelle parfois on essaie de répondre et où en fait, il y a ces signaux que tu partageais, souvent les personnes aussi, moi je me souviens de cette personne notamment que j'accompagnais qui disait: «Mais d'un seul coup, j'avais des trous de mémoire. Je venais de travailler sur quelque chose pendant 1 heure et j'étais presque incapable de dire, ce que je venais de faire». Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait un système on-off qui s'enclenchait comme ça. Et puis tu t'évoquais aussi quand même aussi des signes physiques à un moment, toi Charlotte, qui sont aussi très présents en général quand le corps s'exprime. Ah oui, quand le
vache, i je commençais à avoir mal un petit peu, mais Mais même avant, c'est avoir ça, c'est-à-dire avant ouais, la fracture, tu sentais qu'il y ah, avait des choses qui arrivaient ouais, c'est ça. progressivement. Il y a des trucs qui m'échappaient, je commençais à avoir mal aux genoux ou à être C'est plus ça, ouais. fatiguée ou à avoir plus de courbatures. Mais dans cette spirale de choses à faire, qu'on n'arrive pas à faire et qu'on voudrait faire et qu'on s'impose et ben, en fait, on l'intègre comme quelque chose de normal. C'est Ouais. normal, j'ai pas été assez performant, donc c'est normal que j'ai mal au corps. J'ai pas été assez performant, donc c'est normal que je me fasse déborder par les mails. Il y a plein de choses qu'on trouve normales et en fait qui ne le sont pas, Mmh. qui sont dures à sur le premier burn-out et j'espère que tout le monde si les gens qui en ont fait un n'en font pas 2 parce qu'ils auront appris, de ça. Mais c'est vraiment là où on est mal et puis, un perfectionniste carrément, on veut du toujours plus, Ouais. c'est hyper, c'est hyper dur à encaisser et je pense qu'un des premiers symptômes, et un des premiers signaux faibles auxquels il faut faire attention, c'est vos listes, à faire là, les listes to do. Mmh. Il y a pas plus pire générateur de frustration et de spirale dépressive de soi-même, c'est les listes to do. Heu, dites-vous, vous avez plus que 5 choses à mettre sur la liste to do, c'est un signal faible de «j'arrive plus trop à gérer». Ouais, je crois que Parce que c'est les on listes to c'est do, on les termine jamais, hein, je crois. c'est intéressant, on signal faible, je pense qu'on pourrait même parler de signal fort pour le coup, sur vraiment ce qui à un moment doit nous mettre en alerte. Alors je prends quelques minutes parce qu'il y a des retours, qui sont très nombreux. Merci vraiment pour, l'investissement que vous avez dans ce webinaire via le chat, c'est extrêmement précieux. Il y a Véronique qui évoquait le fait que quand même la charge de travail très importante, des salariés surinvestis qui sont stressés par rapport à l'augmentation de leur activité et des démissions qui sont à remplacer. Tout ça, effectivement, Véronique, vous avez tout à fait raison, ce sont des éléments qui, dans les organisations, peuvent être des facteurs de risque. En général, quand même si je pense que tout le monde est à risque potentiel, alors de ressentir un épuisement professionnel. Tout le monde n'est pas pour autant à risque de bascule dans un burn-out. On observe quand même souvent ça chez des personnes qui sont, en général très investies. Et c'est ce que tu évoquais Charlotte sur, toi, la question de la place qu'a eu le sport et notamment du coup l'engagement que tu donnais là-dedans, en plus de ton activité professionnelle. Je me souviens quand on en parlait, mais cette question déjà d'être surinvesti, je la mets en parallèle avec ce que Alexandra, nous partage sur la difficulté à travailler auprès de salariés qui sont dans le déni. Le déni, hein, vous le savez, c'est un mécanisme de défense, donc comme son nom l'indique, il est là pour être protecteur par rapport à une situation qui, d'un point de vue, psychique, n'est pas entendable en l'état. C'est-à-dire que si on devait l'accepter tel quel, ce serait trop déstructurant pour la psyché de l'intégrer et donc c'est pour ça qu'on a cette place, un moment du déni qui s'instaure. Alors le déni, ça se lève progressivement, c'est un des éléments qui est le plus difficile à travailler. Je pense que s'il y a des soignants avec nous et notamment des psychothérapeutes, on pourra se mettre d'accord là-dessus, mais le déni, comme tout mécanisme de défense, c'est quelque chose qui peut se détricoter très progressivement, mais ça n'empêche pas le fait que, il y ait des actions qui soient à conduire. Nous, ce qu'on observe beaucoup et c'est comme ça aussi qu'on intervient auprès des managers ou des RH qu'on va former sur l'identification des signaux faibles dans leurs équipes et qui pourraient du coup conduire à des potentiels, syndromes d'épuisement professionnel, de burn-out. C'est de se dire, même si vous avez des personnes que vous approchez, à qui vous dites: «Écoute, peut-être que je peux me tromper, mais là, j'ai l'impression quand même que les choses sont un peu difficiles». Déjà ça, on peut l'apporter avec, des règles de communication non violente qui sont d'essayer de partir de constats. Donc on peut se dire, bah, par exemple, à la dernière réunion, je t'ai vu d'un seul coup t'effondrer en larmes et j'ai trouvé ça très surprenant, ça te ressemble pas. J'ai le sentiment que tu manges moins avec nous. Par exemple, la semaine dernière, tu as mangé 3 fois derrière ton bureau alors qu'en général, tu es vraiment avec nous. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut quand même partager aux personnes, même si elles nous disent: «Non, non, t'inquiète, ça va». Bon, il faut pouvoir le respecter. Ça n'empêche pas qu'on puisse dire à ce moment-là à la personne chez qui on a quand même identifié qu'il y avait quelque chose qui commençait à être vraiment très douloureux, on peut tout à fait lui dire: «Écoute, OK, j'entends, je respecte. Tu me dis que ça va. Je te cache pas que voilà, je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Néanmoins, sache-le, je suis là. Sache qu'il y a aussi tels acteurs, tels acteurs, tels acteurs qui sont présents» et donc le fait de dire ça, ça permettra, lorsque la personne s'autorisera
à pouvoir à un moment, penser qu'elle est dans une situation de risque à burn-out, ça fera écho avec ce que vous lui avez dit et donc elle pourra plus facilement s'autoriser à aller chercher des personnes et ça, ces personnes, je me souviens Charlotte quand on en parlait et tu en parlais aussi, la question des ressources qui Oui, sont je présentes et qui avaient notamment été, voilà, très présentes autour de toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu justement comment toi tu pousses ça comme étant un enjeu de prévention? un enjeu de prévention parce que l'accompagnement alors je vais peut-être recouper ma caméra pour que tout le monde m'entende bien. L'accompagnement, dans un c'est ce qui vous fait vous sauver de ça le plus vite possible. Heu, je me rappelle, hein, j'avais déjà des signaux faibles qui étaient plus ou moins faibles et j'avais mon médecin traitant, médecin du sport qui me connaît super bien, qui m'a accompagnée lors de mes 2 jeux olympiques, donc on est quand même assez proches, un vrai médecin traitant. Ouais. Lui, il me disait: «Bon Charlotte, il faut les enfants en pensent quoi?» et là je lui dis: «Mais ça va pas, moi je vais très bien, tout va bien. OK, sache que ça sache qu'un jour on y viendra, mais OK, j'entends que tu veux rien, je te prescris des plantes». J'ai rien contre les plantes, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, je ne veux pas un haro sur les médecines douces, je les pratique. Donc je suis passée par, l'acupuncture, l'ostéo, accompagnée par mon médecin, vraiment. Et je me rappelle, on est passé par différentes étapes où il prenait par prétexte comme prétexte de «Viens me voir pour tes genoux là toutes les 3 semaines. On va peut-être faire ça» et en fait, c'était simplement un prétexte pour soigner ma tête et m'amener vers, un traitement chimique parce que j'ai eu besoin à un moment d'un traitement chimique de ce burn-out. C'était pas simplement des tisanes, relaxantes, hein, qu'il me fallait. Il me fallait un peu plus fort que ça et donc il petit à petit. Il y a aussi l'accompagnement des gens autour de moi. Il y en a énormément qui ont pas compris. Il y en a énormément qui m'ont dit: «Bah, c'est bon là, tu te remues et puis ça ira Mmh. mieux» ou «Bah, si ça va pas, tu m'appelles». Beh, justement, vu que ça va pas, j'appelle personne. C'est tout le paradoxe. La dépression au sens large et peut-être un peu plus le burn-out, c'est des choses dont on n'a pas encore l'habitude. On n'est pas très formé à recevoir des gens autour de nous, à les identifier. Par Et contre, qui j'ai eu peuvent quand même faire un peur aussi. ouais, c'est que je pense que quand on voyait la Charlotte en capacité, de revenir des jeux olympiques, super baraquée et cetera et que tu la vois quasiment après au fond du gouffre, sur un canapé, qui arrive pas à se faire un thé. C'est hyper déstabilisant pour Mmh. l'entourage. Heu, alors j'ai eu un conjoint, de la famille, mon frère, ma mère, qui étaient pas du tout dans le jugement, qui étaient vraiment dans l'accompagnement. OK Ouais. et qui étaient pas en train de me dire: «Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?» Ben non, en fait, je sais pas parce que c'est un état que j'ai jamais connu. Donc c'était sans ju c'était: «Tiens, je t'ai apporté, une nouvelle, sorte de thé. Quand attends, tu t'en feras un» et c'était donc sans jugement. C'était les récompenses dont tu parlais aussi, tout à l'heure, Valentin. Ils étaient là pour valoriser, cette remontada, de Petite la victoire, pente, ouais. ouais, chaque petite victoire et j'ai eu la chance aussi, mais sûrement parce que je suis sportive de haut niveau et je mesure cette chance-là, c'est que moi j'ai un plateau technique médical. J'ai un médecin qui est médecin du sport, j'ai une ostéo, j'ai un kiné, j'ai un pharmacien et les 4 sont capables de s'appuyer les uns les autres pour savoir dans quel état je suis. C'est-à-dire que quand je rentre dans le cabinet du second, en fait, il a toutes les informations médicales. Mmh. Ça, c'est hyper précieux et d'avoir mais c'est pareil, le réseau des collaborateurs autour de soi, des collègues, c'est hyper important. C'est un point, je me souviens qu'on en a beaucoup discuté quand on a préparé ce moment ensemble, où on se disait: «Comment est-ce qu'on peut arriver à transposer, tout ce que tu partages, de ton histoire en tant que sportif de haut niveau?» parce que tout le monde n'a pas soit la chance ou la malchance du coup, voilà, de pouvoir être à un moment, mais notamment en termes de ressources. Comment est-ce qu'on arrive à transposer ça? Et on se disait: «Mais ce qui peut être, une chose à réaliser tout de suite, c'est de se dire: «Finalement, le burn-out, c'est un enjeu, d'un point de vue de la prévention» et on va voir aussi, hein, concernant les organisations, comment on peut travailler ça. Mais du coup, à un niveau individuel, de se dire, bah, puisque un des enjeux majeurs du burn-out, c'est lorsqu'il est là, déjà d'éviter qu'il soit trop intense et ensuite qu'il soit, comment dire? Le moins, conséquent possible. Donc déjà arriver à se construire une forme de réseau de professionnels de santé et ce qui passait par
Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, là, vous qui êtes avec nous, vous avez déjà premièrement un médecin traitant? Est-ce que vous avez une relation avec ce médecin traitant que vous jugeriez suffisamment bonne pour pouvoir, du coup, qu'il puisse constituer un acteur de référence et vraiment un soutien à ce moment-là? Et est-ce qu'il y a d'autres professionnels de santé que vous pourriez alerter ou qui, eux, pourraient vous dire: «Attention, attention, là, je pense que tu es en train de glisser vers quelque chose de très douloureux». Parce que très souvent, moi, ce que j'observe aussi quand même dans la pratique, quand on travaille un peu à essayer d'identifier, comment les choses se sont mises en place progressivement, souvent l'entourage en général, a déjà mis quelques petits points d'alerte, au préalable en disant: «Mais, là je te reconnais plus, je te sens par exemple très irritable ou alors, tu es vide, quand tu es avec moi, tu es absent, je te sens totalement pris par le travail, tu as plus envie de rien». Et donc souvent ces premiers retours que l'entourage va nous faire, ce sont déjà aussi des signes d'alerte qu'on peut essayer de déployer. Mais il faut vraiment avoir conscience que, malheureusement tout le monde, sera pas de votre côté et tout le monde sera pas là Ouais. pour, vous valoriser et de d'être en capacité d'identifier quand tout va bien, les mains tendues, les mains qui pourraient être tendues et les personnes ressources, c'est hyper important. Parce que Mmh. le ça va pas, bah, c'est plus facile d'aller vers ces gens. De toute façon, si vous les avez sources, elles seront là et elles vous tendront la main. Ça peut être un kiné parce qu'on a toujours mal au dos. On sait très bien qu'avoir mal au dos, c'est en avoir plein le dos aussi. Il y a plein de somatisations autour de douleurs, dorsales et bah, le kiné, c'est le premier réceptacle, des difficultés, psychologiques, de ces Ouais. patients. Mais ça travaille, je voyais dans le chat, il y a Claire qui disait: «Moi, ce sont des collaborateurs, des collègues qui m'aident à surmonter ça». Oui et c'est peut-être pas ceux des, des amis qui seront là. Vraiment, il faut ouvrir le sujet pour être en capacité d'identifier les mains qui vous seront tendues. Ça Mmh. sera tellement plus simple le jour où ça arrivera et dans l'autre sens, n'hésitez pas à dire comme Valentin le suggérait, à des gens qui sont dans ce glissement de peut-être un peu trop, peut-être pas assez, enfin, qui a un changement d'état, de leur et tu as peut-être besoin de moi là maintenant tout de suite, mais je suis là et ma sera tendue n'importe quand. Et de faire des redites toutes les semaines, tous les 15 jours en disant: Ouais. «OK, ça va? Est-ce que tu as besoin de moi? Est-ce que tu veux que je t'apporte un thé?» Je pense qu'on va lancer un hashtag, thé prévention burn-out, après ce webinaire. Mais je rebondis sur ce que tu évoques là, et après il y a des questions qui sont tombées, qui sont très intéressantes qu'on va essayer de partager parce qu'elles vont faire le lien avec ce qu'on voulait aborder aussi dans les quelques minutes qui nous restent. Mais sur la question de la présence, souvent quand on est confronté à des personnes qui peuvent être en burn-out ou quand on est soi-même en burn-out, tu le disais très justement tout à l'heure, la personne qui va nous dire, «Si tu as besoin de moi, je suis là», en fait, on va avoir du mal à la solliciter parce que on est déjà à peine en train d'essayer d'arriver à comprendre ce qui se passe pour nous. On peut être aussi quand même très pris à certains moments par un sentiment de honte et de culpabilité, hein, qui du coup rend très, très difficile la capacité à aller solliciter l'autre. Ouais, juste, je Et voulais te couper Valentin là-dessus bien parce que sûr, je je t'en voulais prie. rajouter quelque chose. Heu, au boulot, c'est au travail, dans les organisations, c'est comme les sportifs de haut niveau, on est câblé sur la performance. Ouais. C'est vraiment ça et se mettre en position de victime en disant: «Je suis victime de mon burn-out» parce que c'est la réalité, c'est se mettre en dehors de la performance. Donc il y a un sentiment Mmh. de honte extrême, heu, pas lutter, ni soi-même, ni les autres. Ouais, ouais, c'est très juste. Ça me fait penser à des travaux qui ont été réalisés par un philosophe qui s'est beaucoup intéressé à la question du care, notamment dans le sujet du travail. C'est une personne qui s'appelle Éric Delassus, que vous pouvez retrouver bien évidemment sur internet et qui lui, travaille la question de la vulnérabilité, en fait. Et on a bossé ensemble, au CNAM dans une chaire sur le bien-être et le travail, et lui, il expliquait pour rejoindre ce que tu évoquais, le fait qu'en fait, on est tous inscrits dans une forme de co-vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on a besoin les uns des autres. Or, au travail, moi, je suis, toujours assez impressionné du nombre soit de managers, soit RH ou même, voilà, de collaborateurs ou collaboratrices qui disent: «Mais si je craque, je suis faible ou alors je suis fragile». Mmh. Donc comme il y a déjà une dépréciation, très concrète de la possibilité à un moment de ne pas forcément être dans cette hyper performance, voilà. Et de se dire que si je baisse un peu, mon niveau de performance, alors
je suis vécu comme quelqu'un de faible, de pas assez compétent, et donc du coup, comment est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui participe au fait de pouvoir basculer dans une situation de burn-out? Alors, il y a une question qui a été partagée notamment par Jessica qui disait: «Mais voilà, quand on est manager, comment est-ce qu'on peut faire appel un peu au réseau de santé?» C'est un vrai sujet, ça peut passer par la médecine du travail. Alors parfois, c'est effectivement un peu compliqué. Nous, ce qu'on préconise quand même énormément, c'est de ne pas rester seul face à ces situations-là. C'est-à-dire que lorsque vous êtes manager RH, et que vous observez quelqu'un dans votre équipe qui commence à glisser vers un risque d'épuisement professionnel qui pourrait être celui d'un burn-out, solliciter, déjà, bah, voilà, vous êtes manager, parlez-en avec un RH. Vous êtes RH, parlez-en avec le manager. Si vous avez des structures, externes, des partenaires, par exemple, comme Cali Social, appelez les professionnels qui, eux aussi, peuvent vous conseiller sur la marche à suivre, sur les professionnels que vous pouvez solliciter. Parlez-en du coup, avec le salarié qui est également concerné. Essayez de lui demander si, il a autour de lui, notamment dans son réseau de santé, des personnes, qui sont un peu sensibilisées à ces questions-là et qui le suivent un peu régulièrement. C'est une chose d'avoir un médecin traitant, c'en est une autre d'avoir un médecin traitant qu'on voit, uniquement, pour, je sais pas moi, des certificats médicaux quand on veut faire du sport, ou alors, quand on est enrhumé. Voilà, c'en est une autre d'avoir un médecin traitant qui nous suit de façon un peu plus conséquente. La médecine du travail est bien évidemment un relais qui est très conséquent. Charlotte, ça me fait penser, du coup à un sujet qui est celle du coup, enfin voilà, des actions de prévention. Qu'est-ce que toi tu pourrais préconiser, pour les entreprises, pour les dirigeants, pour les managers que tu accompagnes? Est-ce que tu as des exemples un peu d'actions concrètes qui sont mises en place pour essayer de prévenir ces questions-là dans l'entreprise? Alors, il y en a plein, il y a une prise de conscience générale dans l'organisation. C'est que le burn-out existe, personne n'en est exempt, c'est pas la peine de penser que c'est une défaillance ou une faiblesse de la part de la personne d'être en épuisement professionnel et cetera. Donc j'ai énormément aussi Mmh. d'organisations qui ouvrent la parole sur ces sujets-là et c'est pas la peine d'attendre qu'il y ait un cas pour ouvrir la parole. Ça peut être, simplement des formations aux signaux faibles. Tiens, comment repérer que mon collègue qui vient un peu moins manger le midi avec nous? Pourquoi? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi, alors moi je mets en place, j'ai pas je suis pas psychologue du travail, mais, je mets en place d'autres choses sur l'écologie personnelle. C'est-à-dire, créer des groupes, où le midi, ouais, j'ai pas envie à la cantine là, j'ai pas envie de parler de boulot, bah, je crée des groupes sur le réseau Ouais. social interne de l'entreprise en disant: «Le sujet du midi, c'est les vacances à Bali». Je Enfin, tout le monde n'a pas la chance d'aller à Bali, mais voilà, j'essaye de me préserver d'un environnement que je trouve prégnant au travail. C'est aussi être en capacité d'oxygéner son cerveau par, les neurosciences et enfin, on sait tout ça qu'il faut l'oxygéner pour être performant. C'est-à-dire qu'une réunion sur 2, bah, je la fais en marchant autour de la maison ou alors le café, bah, il est plus à mon étage. Je le fais bouger d'un étage à l'autre, comme ça me permet, moi, de bouger 2 à 3 fois par jour en service, en activant mes jambes parce que je prends les escaliers, d'oxygéner mon cerveau et de me sentir plus à ma place parce qu'en plus, je découvre des nouveaux collègues que je connaissais pas au deuxième étage. Donc il y a vraiment plein d'actions, mais la 1re de toutes, c'est, repérer, vos points ressources, c'est-à-dire Ouais. vos pharmaciens, dans votre famille, dans votre entourage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça? Enfin, d'essayer de les identifier, d'être, aussi, d'ouvrir le sujet dans l'entreprise. Ce n'est pas un sujet tabou. Le burn-out et Ça, on va l'épuisement ne sont pas on des va en sujets parler tabous. juste après, ouais. Ouais, c'est ça et puis après mettre en place des actions, si sympas, si fun, qu'on se sente à l'aise dans notre environnement de travail et donc en capacité de parler ou de se faire aider. Ouais, totalement, je rebondis sur ce que tu évoquais sur, la question de l'oxygénation, enfin, voilà, cérébrale, cognitive, ça me fait penser à un moment, un ancien collègue qui, quand lui traversait des périodes un peu de rush, conséquentes, ça fait partie parfois de la vie professionnelle, même si on essaye au maximum d'éviter ça. Lui, il prenait tout le temps un pause, enfin, après sa pause déj, il allait marcher, voilà.
10-15 minutes, c'était son moment à lui, et il nous disait: «C'est pas du tout que j'ai pas envie d'être avec vous pendant que, par exemple, vous prenez le café d'après déjeuner. C'est juste que là, moi, j'ai besoin, voilà, d'avoir ce moment où je sors aussi du cadre du travail, je quitte un peu ces espaces». Ça me fait penser aussi à je me souviens d'un ami qui est toujours présent dans mon entourage. Quand on avait des périodes de révision qui étaient très intenses, lui, il se faisait un cadeau par jour. C'est-à-dire que, il se faisait une petite surprise, il se prévenait pas, mais voilà, il s'autorisait en fait ce système de récompense encore une fois. Alors, il y a une remarque, de Anne qui est très juste, voilà, qui dit que on parle beaucoup de stratégie individuelle, mais c'était aussi l'objet à travers bien évidemment ce que toi tu as pu partager, Charlotte, c'est de voir comment déjà on peut être attentif à sa propre santé pour pouvoir être attentif à celle des autres et donc à la question des risques liés, au burn-out. Mais il y a bien évidemment des choses qui sont conduites au niveau des organisations. Charlotte en a un petit peu parlé. On voulait vous proposer un nouveau sondage, pour arriver à estimer un peu aussi quelles sont les actions de prévention qui sont déjà, déployés dans votre entreprise. Voilà, le sondage vient d'être, partagé, donc n'hésitez pas à y répondre et à nous dire un petit peu comment est-ce que ce sujet-là essaye d'être travaillé aujourd'hui dans vos organisations. Charlotte, tu as notamment partagé de la question de la sensibilisation, de la formation aussi des différents acteurs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pendant que les gens répondent au sondage, comment est-ce que, toi, tu travailles ces questions-là sous l'angle de la sensibilisation, justement? Alors, je reviens à l'écologie personnelle dont je parlais, Ouais. au début. Vraiment faire prendre conscience aux gens qui sont en capacité de glisser. J'ai fait une intervention hier dans une entreprise et donc je vais vous partager, vraiment le ressenti, à 24. J'ai quelqu'un qui me disait, bah, en fait, le midi, vu que j'ai pas mal de mails à traiter et que tout le monde au boulot parle le midi de boulot, bah, j'ai pas envie de rester avec eux, donc je mange vite fait 15 minutes et je reprends mon boulot aussi. Je reprends le traitement de mes mails. Et en fait, il s'est aperçu, on a déconstruit ça, que, le travail lui grignotait de plus en plus d'espace de vie avec ses collègues, de vie le soir parce que, bah, finalement, il passait en promenant le chien, alors qu'avant de promener le chien quand il rentrait du boulot, c'était lui et donc il y a aussi tout ça, c'est être en capacité d'identifier, je vais avec eux sur cette écologie personnelle. Mmh. Quel rituel vous mettez en place pour vous-même? Et prendre soin de soi, c'est pas toujours, super, glamour, c'est super difficile à tenir et c'est très culpabilisant. Parce que, culturellement, on nous dit: «Il faut toujours faire pour les autres et un peu moins pour soi et se regarder le nombril, c'est pas génial». Mais si vous regardez jamais le nombril et que vous n'êtes pas en forme, les autres autour de vous ne donc c'est vraiment cette quelle je mets en place pour moi-même et comment j'arrive à m'y tenir. Parce que peut-être avant vous allez 3 fois par semaine à la salle de sport ou au musée ou au cinéma et que, bah, finalement, le glissement se fait tout doucement parce que maintenant vous n'y allez plus que 2 fois ou plus qu'1 fois et vous trouvez toutes les bonnes excuses. Aujourd'hui, il a plu, demain il fera froid et après-demain, j'ai peut-être une réunion à préparer. La Ouais. rigueur de cette écologie personnelle est la clé, en fait, de notre santé mentale. Et c'est là où il y a quelque chose qui est intéressant, sur, comment est-ce que j'essaye de m'ajuster à des situations en tant qu'individu où parfois il y a quand même une charge qui est très conséquente. J'y pense parce que je réagis à ce que tu disais sur la question des 3 fois par semaine à la salle. Ouais, je me souviens de périodes où ça m'est arrivé de me dire: «Là, j'arrive plus à tenir ce rythme-là» et en fait, le fait d'essayer de le tenir absolument dans la même structure constituait presque une charge supplémentaire. Donc plutôt de me dire: «En fait, je vais m'épuiser à vouloir absolument avoir la même rigueur avec la même charge complète», bah, en fait, je me souviens d'avoir ajusté ce moment-là et de me dire: «Bah, plutôt que d'essayer de me lever, 3 fois par semaine le matin avant d'aller travailler et bah, je vais le faire plus qu'1 fois ou 2 fois» parce que du coup, je sens que j'ai besoin d'avoir du temps où je peux quand même me reposer. Mais effectivement, je me garde un minimum d'espace où je peux arriver à souffler et en fait, c'est aussi cette stratégie d'ajustement de la question de cette rigueur parce que comme tu le dis, finalement cette rigueur, elle est salvatrice, elle est protectrice, mais
voilà, elle est parfois aussi à considérer avec des besoins de rééquilibre, qui sont importants. Ça permet d'évoquer, ce qu'on a un peu partagé, mais bien évidemment ce qui peut être conduit au sein des organisations d'un point de vue un peu plus macro, et pas uniquement sur une responsabilité ou en tout cas quelque chose d'une sensibilisation au niveau des individus. Alors on a partagé le sondage, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une diversité, des actions qui sont déjà conduites pour, certains et certaines d'entre vous dans les organisations dans lesquelles vous êtes. Alors, en grande majorité, on a quand même la question du soutien psychologique et des cellules d'écoute qui peuvent être mises en place. On va en parler tout de suite. On voit en 2e place à égalité la question des formations sur les sujets des risques psychosociaux. Le burn-out est une des conséquences, d'un risque psychosocial, et également, à place égale avec les formations, les conférences, les webinars. Mais voilà, on voit qu'il y a des actions en fait de sensibilisation, hein, et on voit aussi des actions de diagnostic RPS, d'audit, heu, qui sont, parfois conduits un peu plus en amont. Alors ça bouge encore un petit peu, mais globalement les tendances sont là. Vous connaissez ces sujets de santé mentale au travail, des risques psychosociaux. On fait aujourd'hui un focus sur la question du burn-out. Il y a bien évidemment d'autres éléments qui sont à considérer. Charlotte a parlé d'un certain nombre d'actions qui devaient être déployées dans les structures et ça fait le parallèle avec bien évidemment ce qu'on peut conduire au sein de Cali Social, et d'autres organisations. Mais il y a vraiment la nécessité de considérer le risque de burn-out à travers un prisme global, en fait. C'est-à-dire que dans les organisations, il faut qu'il y ait une action qui soit multiple. Déjà, le premier point, qu'on peut se partager, c'est que si on veut être à même de pouvoir prévenir les risques du burn-out, il faut être à même d'identifier qu'est-ce qui, dans l'organisation, peut être un facteur qui vient favoriser les risques liés à l'épuisement professionnel, voire au burn-out. Donc, qu'est-ce qui, dans la façon dont mon travail est organisé ou dans la nature même du travail que je fais, peut être un facteur de risque? Par exemple, vous prenez, du public qui est en accueil de clientèle, on sait que le risque d'agression potentielle de la part de la clientèle, c'est un facteur qui peut participer à ça. Vous prenez des services, qui sont malheureusement un peu désorganisés, voilà, ça c'est des choses. Donc arriver, en amont à faire un diagnostic de ces facteurs de risque, mais aussi des facteurs de ressources. On a souvent tendance à considérer la question de la santé mentale par un prisme qui est: «Qu'est-ce qui va pas bien?» Il y a, et tu en as beaucoup parlé Charlotte, notamment c'est ce que tu invites dans l'écologie personnelle, considérer ce qui va bien. Donc nous, on invite bien évidemment les organisations à mettre le doigt sur ce qui est aujourd'hui facteur de ressources, facteur de protection. Le deuxième angle, bah, c'est celui, notamment sur lequel tu interviens beaucoup Charlotte et qui est aussi quelque chose qu'on travaille, c'est la formation, la sensibilisation, mais pas que des managers et des RH. Les managers et les RH sont aujourd'hui, très sollicités et voilà, peut-être même un peu trop, sur la question de la prévention des risques psychosociaux et donc de la question du risque de burn-out. Les managers et les RH sont avant tout des salariés. Donc du coup, considérer leur propre santé est un point qui est central et aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui est collectif, on l'a vu, qui implique une co-responsabilité, une co-vigilance et l'ensemble des acteurs, quel que soit leur niveau dans l'organisation, du travail, doivent être sensibilisés à ces questions du risque pour soi, mais aussi du risque pour l'autre. C'est en étant mieux alerte sur les signes pour soi qu'on va pouvoir être mieux alerte, encore une fois, sur les signes pour l'autre et qu'on va pouvoir essayer de prévenir un peu tous ces risques-là. Donc les phases de formation, les phases de webinar comme on a aujourd'hui, sont des éléments qui sont essentiels et il faut répéter ça. L'action unique, elle est, malheureusement, pas encore assez conséquente. Il faut qu'on puisse régulièrement, alors ça ne veut pas dire toutes les semaines bien heureusement, mais voilà, nous ce qu'on conseille c'est, de fonctionner de façon itérative, c'est-à-dire par répétition, pour arriver à mieux sensibiliser les personnes. Et il y a ce dernier point, qui est, considéré comme étant de la prévention, tertiaire. Alors certains peuvent dire que c'est pas vraiment de la prévention. Bien évidemment que ça en est, même si c'est pas le même niveau de prévention, mais prévention tertiaire, c'est par exemple ce qui a été partagé pour, 54 des répondants, c'est-à-dire les cellules d'écoute ou de soutien psychologique et aussi les permanences psychologiques sur site. Elles sont importantes parce qu'elles constituent vraiment des espaces comme la médecine du travail, par exemple, comme les services d'assistance sociale, où on peut arriver à attraper des personnes qui sont en train de glisser potentiellement. Où on peut arriver à sensibiliser des salariés qui viennent nous voir en disant: «Ça va pas, hein. Je suis pas encore, sur le bord, et en point de fracture, mais
c'est là où le travail va être fait pour éviter que les personnes basculent dans un burn-out ou alors que, le risque de burn-out soit très intense, que les conséquences de ce burn-out soient très conséquentes. Donc, c'est là où il y a vraiment des actions qui sont à conduire. Je vois le temps qui file, à chaque fois, c'est le même constat, c'est qu'on n'a jamais assez de temps pour parler de ces sujets, puisque en plus, voilà, enfin, il y aurait des heures à passer là-dessus. On va se donner quelques minutes pour clôturer. Voilà, déjà, merci beaucoup encore une fois pour votre participation, pour les différentes questions que vous avez pu nous partager. Merci, voilà, pour tous vos retours. On va aussi vous adresser quelques petits outils, dans le chat, notamment, voilà, des points de repère que vous pouvez avoir une fois qu'on s'est quitté, sur ce temps-là. Charlotte, toi, tu avais déjà, voilà, réalisé notamment un webinaire sur la question de la résilience, si je me trompe pas, qui était un sujet Exactement, ouais, connect ouais. à ces questions-là, ouais. Il y aura plein de ressources, je pense que, Ouais. vous allez avoir, de quoi on peut en parler, mais c'est à vous de parler autour de vous. Ouais, je pense que c'est un très beau mot de la fin. Cette propagation, elle est nécessaire, à l'inverse de la pandémie qu'on traverse et qui malheureusement ne désemplit pas. Il faut qu'on propage, voilà, cette bonne parole sur la sensibilisation autour des risques liés au travail et l'épuisement professionnel, voire le burn-out en font partie. Hélène vous partage. Merci encore Hélène, merci encore également Rama pour votre présence à toutes les deux. Voilà, vous avez les liens vers les outils dans le chat. On se laisse là-dessus. N'hésitez pas à suivre les différentes actualités de Charlotte et puis aussi de Cali Social en vous abonnant à nos pages sur LinkedIn. C'est des sujets qu'on travaille régulièrement. Merci Hélène, merci Camille, merci Bénédicte, merci Anne pour vos Merci Mira retours. chez moi de mon côté. Oui, tout à fait. Merci Mira, pour également ta présence et ton aide dans la réalisation de ce webinaire. On vous souhaite, une très bonne fin de journée, des très belles fêtes à venir quand même, c'est important, on est dans une jolie période et puis on reste à votre disposition et on se retrouve très bientôt pour, des prochains sujets en lien avec ce qu'on a partagé aujourd'hui. À vite, prenez soin de vous. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.